Alain Delon. Écoutez-vous, micro, onde. Évidemment, c'est la raison d'être et la raison de ma vie. Bonjour chers auditeurs de Micro-ondes, nous sommes aujourd'hui avec Roger Paul Droit, dont les ouvrages ont démocratisé un peu l'approche de la philosophie, mais je pense que le mieux c'est de le laisser se présenter lui-même. Alors, me présenter moi-même, comment dire? Je crois que j'ai une singularité, c'est peut-être d'avoir passé toute ma vie avec un pied dans l'université, les lycées, puis le CNRS, Sciences Po, Normal Sup au début, etc. Et puis aussi l'UNESCO, le comité d'éthique, et l'autre pied, si j'ose dire, dans les journaux, puisque j'ai commencé à écrire dans Le Monde quand j'avais 23 ans, et puis je continue, et se sont ajoutés au fil des ans Le Point, une chronique dans les Échos, voilà. Donc j'ai à la fois fait des recherches, des livres de vulgarisation, et aussi beaucoup de chroniques sur l'actualité, en essayant de penser que finalement, la tâche du philosophe, c'est pas simplement de regarder le ciel des idées comme Platon le voulait, mais c'est aussi de comprendre le monde tel qu'il est, où il va et l'époque dans laquelle nous nous débattons. Donc c'est assez intéressant parce que dans votre présentation, on peut voir un peu en filigrane deux de vos ouvrages, donc votre best-seller Sans une expérience quotidienne de philosophie, et votre dernier ouvrage, Et si Platon revenait. Vous avez évoqué Platon qui contemplait le ciel des idées. Vous définissez plus comme un philosophe du quotidien, on pourrait dire. Vous voyez une profondeur derrière les gestes du quotidien, une profondeur philosophique. On peut le voir dans votre ouvrage, du coup, sur une expérience quotidienne de philosophie. On pourrait se demander, pour vous qui avez étudié un peu tous les gestes quotidiens, toutes les situations qui pourraient amener une super philosophique, quel est le dernier moment qui vous a provoqué cette super philosophie, qui vous avez pensé à la philosophie? Bah c'est maintenant, après tout. C'est pas un moment qui vient de passer, c'est cette interview à l'instant. Vous venez d'une école de management avec des spécialités de géopolitique, avec aussi, je crois, un certain nombre, vous venez de me le dire, d'étudiants qui font de la philosophie. Et puis vous venez parler à un philosophe peut-être un peu particulier, un peu singulier. Mais qu'est-ce que le management peut attendre de la philosophie? Serait mon expérience de l'instant, si vous voulez. Après tout, je me dis, est-ce que je suis supposé savoir quelque chose qui vous concerne, vous? Bah, j'ai pas l'impression. Et si je vous dis, bah non, je ne sais rien, alors vous allez être venu décidément pour rien. Vous voyez, on va être dans une drôle d'expérience ou de situation. Et pourtant, je crois qu'elle contient cette seule situation-là très simple, quelque chose qui peut nous intéresser, c'est-à-dire que lorsqu'on vient demander quelque chose à un philosophe, je pense là par exemple à Socrate, je ne me prends pas pour lui, mais on peut avoir au moins un point commun, on est renvoyé à son ignorance. On est, plutôt que de recevoir une connaissance, on est mis en situation de se dire, eh bien, peut-être que ce que je crois, ce que j'attends, ce que je m'imagine n'est pas comme il faut. Il va falloir reprendre la question. En quelque sorte, et pour mettre en scène notre entretien dans l'expérience même de la pensée, je crois que d'une certaine manière, la philosophie, elle consiste toujours à revenir sur ce qu'on est en train de faire, à essayer d'y comprendre quelque chose. C'est un mouvement de réflexif. Vous voyez, c'est pas finalement l'accumulation de savoir, c'est pas non plus d'avoir des idées, je crois que tout le monde en a, c'est pas de les argumenter, tout le monde à peu près sait le faire, vous savez défendre vos idées contre des objections, mais c'est de commencer à se demander ce que nos idées contiennent et finalement aussi quelles sont les limites de nos connaissances. Dans un monde d'experts, aujourd'hui, qui fleurissent, et où tout le monde a une compétence, tout le monde a un savoir, il me semble que l'expérience du philosophe, c'est d'abord de nous confronter à ce que nous ne savons pas, c'est-à-dire de maintenir cette dimension d'ignorance profonde qui est finalement celle qui stimule aussi la pensée. L'ignorance, c'est pas un truc forcément négatif. Oui, en effet, on connaît tous la phrase, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Du coup, pour vous, la philosophie, c'est une sorte de flot continu, un peu
impactuel, on pourrait voir ça comme une source qui s'auto-alimente, en fait, avec une série d'expériences qui se succèdent et à partir desquelles on peut apprendre, desquelles il faut s'apprendre un certain recul. Oui, deux choses, effectivement, ça ne s'arrête jamais. On ne va pas dire... Mais ça ne s'arrête jamais parce que l'interrogation ne s'arrête jamais, parce que l'ignorance et la connaissance qui vont ensemble ne s'arrêtent jamais non plus. L'idée qu'un jour on ferme les laboratoires scientifiques parce que la recherche est finie, on a tout trouvé, vous voyez bien que c'est une idée absurde, c'est une fiction. Mais ce qui m'intéresse, c'est finalement l'ancrage de la réflexion dans, je dirais, le corps, les sensations, le vécu. Il suffit de faire un pas de côté, de décaler un peu les choses, de les fictionner légèrement pour obtenir un effet d'étrangeté qui suscite un étonnement philosophique et qui du coup va nous entraîner dans une interrogation. Les expériences que j'ai proposées dans ce livre, qui a effectivement eu toute une série d'aventures, qui a été traduite en 24 langues et tout ça, les 101 expériences de philosophie quotidienne, d'une certaine manière, c'est pas un livre de philosophie à proprement parler, parce que les expériences que je propose s'appelaient par son propre nom, boire en pissant, je sais pas, enfin il y en a 101, je vais pas les énumérer toutes, mais certaines sont comme ça un peu choquantes, un peu frappantes, ou drôles, ou insolites, eh bien, elles doivent déclencher des petits malaises, si vous voulez, des petites déstabilisations qui conduisent à une interrogation philosophique. Ça commence après, si je puis dire. Vous voyez, voilà, c'était ça mon intention. Pour le coup, je peux témoigner que du coup, j'ai lu votre livre pour préparer cette rencontre. Et pour le coup, j'ai été étonné, mais pas dans le sens où je pensais que j'allais être étonné. En fait, vous décrivez du coup une sensation dans votre livre. Du coup, je m'attendais en fait un peu à la retrouver. Et du coup, en fait, l'étonnement, c'était de ne pas retrouver cette sensation, de trouver une autre sensation encore différente. Donc je pense que la philosophie, on pourrait voir aussi vos expériences comme une manière d'aborder la philosophie soi-même sans se référer à peut-être des grandes ah oui, j'ai fait, théories. Bien sûr, j'ai fait bien d'autres livres. Les uns de recherche avec des tas de notes de bas de page, les autres de livres de vulgarisation pour expliquer des écoles philosophiques ou l'ensemble de l'histoire de la pensée. Ce livre-là, et vous avez raison, c'est quelque chose où, au tout début d'ailleurs dans la préface, à la question « Où voulez-vous en venir ?», je réponds « Où vous irez ?» C'est-à-dire, il s'agit de déclencher quelque chose qui après va être suivi ou non, mais par le lecteur lui-même, selon son chemin, son itinéraire. Je crois que la pensée, ce qui compte, c'est d'être d'une certaine manière mis sur la route, par un événement, une expérience, une chose insolite, une lecture, une référence, une sorte de petit choc de départ. Mais le chemin que l'on fait ensuite, ça peut être un chemin dans les livres, un chemin savant, mais ça peut être aussi son propre chemin de réflexion en fonction de son tempérament, de sa formation, de sa vie propre. Je n'ai pas du tout, pour ma part, l'idée qu'il faudrait imposer au lecteur ce que je crois personnellement ou ce que je crois détenir comme vérité. Je crois plutôt qu'il s'agit, encore une fois, d'enclencher chacun dans ces itinéraires qui ensuite devraient être les siens, quoi. Je pense maintenant à une autre de vos expériences philosophiques qui, je pense, peut intéresser les étudiants de classe préparatoire qui préparent aujourd'hui des sujets sur le thème de la mémoire, puisque vous avez une de vos expériences qui, du coup, est une expérience qui, entre guillemets, nous tombe dessus. C'est se rappeler de quelque chose que l'on avait oublié. Donc, pour vous, la mémoire est en quelque sorte duale. On sait, et en même temps on sait qu'on ne sait pas, puisqu'on sait qu'on a oublié des choses. Peut-être un peu compliqué dit comme ça. Non, mais c'est assez, je crois qu'on peut encore le rendre plus simple. Toutes les théories de la mémoire, et je pense qu'elles sont de bon sens, c'est des théories de la trace. Nous mémorisons des mots, des souvenirs, des lieux, des gestes, des phrases, etc. Et bien évidemment, sinon nous serions totalement fous, nous n'avons pas en tête en même temps la totalité des souvenirs stockés. C'est Aristote qui compare ça à une tablette, c'est pas une tablette numérique, mais une tablette de cire, vous voyez, voilà, puis on efface, et il reste
il reste des traces. Et ces traces, on peut normalement, c'est toutes les théories de la mémoire le disent aussi, les réactiver, les ressusciter, faire revenir un souvenir où vous ne pensez pas en ce moment à la bataille de Marignan, si je vous dis 1515, ça va revenir. Bon, voilà, et c'est là, c'est disponible. Et puis, il y a des fois, c'est pas disponible. Alors, soit pour des raisons lourdes, comme celle du refoulement chez Freud, c'est-à-dire des souvenirs ou des scènes qui ont été, ou des désirs qui ont été suffisamment perturbants pour que nous les mettions dehors. Voilà. Et puis, comme il dit, que nous mettions en quelque sorte des gens à la porte pour empêcher que ça revienne. C'est-à-dire qu'il y a tous ces systèmes que la psychanalyse explique, de résistance, de refoulement, etc. Mais ce dont je parle, c'est encore d'autre chose. C'est-à-dire, vous retrouvez tout d'un coup un objet tout à fait familier de votre petite enfance. Je raconte dans un autre livre, Esprit d'enfance, j'étais un jour dans une brocante, et puis il me tombe dessus, si j'ose dire, comme ça, de façon un peu tétanisante, un petit poil bleu qui était effectivement le même modèle dans un appartement quand j'étais enfant. Or, j'avais totalement oublié cet objet. Et c'est une expérience, je crois que tout le monde a fait un jour ou l'autre, je l'ai retrouvé, mais comme on retrouve un ami qu'on reconnaît, dont on connaît tous les traits du visage, si j'ose dire, tous les aspects, et je n'avais aucun souvenir. C'était où ? Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a bien évidemment en nous des images d'enfance, des lieux, je ne sais pas, des odeurs, c'est l'histoire ou des goûts, c'est la Madeleine de Proust, qui sont là, auxquels nous ne pensons pas du tout, auxquels peut-être nous ne penserons plus jamais, et qui, comme une porte qui s'ouvre, comme tout d'un coup, nous sautent au visage ou à l'esprit, parce que nous les rencontrons, parce qu'un hasard les ressuscite, parce que... Donc il y a, si vous voulez, effectivement, dans la mémoire, des choses qui sont là, qui sont présentes, parce qu'elles n'étaient pas disparues, qui ne sont pas à proprement parler non plus refoulées, mais qui ne reviennent pas nécessairement, même quand on y pense. Je crois que je pouvais, par rapport à cet exemple d'appartement, me souvenir assez bien de cet appartement de quand j'étais petit, retrouver les pièces, etc. Mais je n'aurais jamais retrouvé le poil en essayant de me le remémorer. Et quand je l'ai vu, c'était évident que je le connaissais par cœur. Eh bien, je pense qu'on a tous, avec je ne sais pas, de vieux jouets, avec des livres de quand on était petit, avec des musiques qu'on a entendues enfant, etc., ce genre d'expériences, de choses qui reviennent, mais seulement si, d'une certaine manière, quelque chose les fait revenir. D'accord. Du coup, on pourrait voir, tout à l'heure vous parliez du coup de la mémoire, du fait de revenir sur ses expériences passées afin d'avancer dans la philosophie. Du coup, on peut voir la mémoire encore de deux manières différentes, une sorte de réservoir de matière à penser, mais aussi du coup de sensations à revivre. Ce serait du coup, la mémoire existe en soi dans notre passé, mais ressurgit dans notre présent quand les conditions du coup sont remplies. Tout à fait. Il faut des déclencheurs qui peuvent être parfois de hasard ou qui peuvent être d'une certaine manière provoqués, mais indirectement, puisqu'on ne sait pas ce qu'on cherche d'une certaine façon. Mais je crois qu'il y a deux remarques peut-être que je voudrais ajouter à cela. Il y a d'un côté le fait que la mémoire, c'est toujours au présent, paradoxalement. Vous voyez, ça concerne des choses anciennes, mais le souvenir, il ressurgit au présent, de même que quand nous prévoyons des choses ou que nous anticipons par des prévisions sur le futur, c'est ici et maintenant que nous le faisons. Autrement dit, ça c'est Bergson qui l'avait fait remarquer, et je crois Saint-Augustin avant lui, quand nous nous souvenons, eh bien c'est du présent, c'est du passé qui devient présent. Quand nous anticipons, c'est du futur qui devient présent, mais nous sommes toujours, d'une certaine manière, dans un moment qui est là, ici et maintenant. Et puis l'autre remarque, elle concernerait peut-être
toute la dimension, que je ne vais pas développer, rassurez-vous, mais qui est un thème important dès qu'on parle de la mémoire, de distinguer clairement ou de comparer mémoire individuelle et mémoire collective. Parce que bien sûr, ce que nous venons de dire, là, ça concerne d'une certaine manière les souvenirs individuels, mais il ne faut pas oublier que toute la dimension de la mémoire, elle est aussi sociale, elle est aussi évidemment commune, collective, culturelle, et qu'il y a des mécanismes à la fois semblables mais en même temps spécifiques de la mémoire collective. Les travaux de commémoration, de remémoration, voilà, il faut faire revenir et d'une certaine manière entretenir la mémoire collective. Oui, en effet, on parle énormément de devoirs de mémoire ces derniers temps. Je pense notamment à une conférence qu'il y a eu récemment du coup dans notre école, dans la École de Management, qui s'intitulait Devenez témoin d'un témoin, donc qui était une conférence de Benjamin Orenstein, un rescapé de la Shoah, qui du coup venait partager avec nous sa mémoire pour créer une mémoire collective. Du coup, je pense que ça fait écho à beaucoup de nos auditeurs. Mais justement, paradoxalement, on parle énormément de devoir de mémoire, mais on a, je pense, dans le climat actuel, une sorte de nostalgie qui se développe. On entend souvent le « c'était mieux avant ». On entend une sorte de nostalgie aussi. Est-ce que voilà, le fait de cette omniprésence de la mémoire, est-ce que ça n'empêche pas aussi parfois d'avancer ? Il y a un beau texte de Nietzsche sur l'excès, c'est dans les considérations inactuelles, si je me souviens bien, sur l'excès d'historicité, l'excès de mémoire, c'est-à-dire l'idée mais les deux sont vrais à la fois. Je vais développer cette idée après avoir fait cette remarque. Je veux dire, l'idée de Nietzsche, c'est que trop de rumination, trop d'histoire, d'une certaine manière, trop de mémoire collective empêche de l'action, de la spontanéité, de l'invention, de la décision nouvelle, comme si on était d'une certaine manière empêtré dans l'histoire. Et puis, comme l'histoire occidentale est déjà longue, riche, envahissante d'une certaine manière, pesante peut-être, on pourrait se dire, eh bien voilà, débarrassons-nous de tout ça, repartons à zéro, agissons. Et je pense que c'est un peu une fausse fenêtre ou un faux problème. C'est-à-dire que il est nécessaire de comprendre ce qui agit du passé dans notre présent. Mais il ne faut évidemment pas s'y enfermer, il ne faut évidemment pas s'y engluer, d'une certaine manière. Et je pense que des philosophes l'ont dit avant moi, ils n'ont pas tort, on n'apprend rien de l'histoire. Il faut apprendre l'histoire. Il faut, d'une certaine manière, effectivement, en tenir compte. Mais l'idée que, en apprenant ce qui s'est passé à telle époque, on éviterait de le reproduire ou on en tirerait les leçons, ça me paraît extrêmement optimiste et peut-être un peu illusoire. Du coup, avec ce climat un peu aujourd'hui de montée des populismes, de développement de régimes autoritaires, on pourrait voir une sorte de volonté, de désir d'ordre. On a un peu l'impression d'un monde qui nous échappe, d'un chaos qui se développe. Est-ce que selon vous, que cache aujourd'hui ce désir d'ordre ? Il y a effectivement, je crois de façon croissante, une sorte de demande d'une discipline, d'un retour à l'autorité. Et il me semble qu'il y a dans ce désir d'ordre-là exactement ce que la Boétie appelait la servitude volontaire, le désir finalement que quelqu'un prenne en charge à votre place les décisions à prendre. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre, difficile même à penser. Vous savez, quand on a lu le texte de la Boétie, le Contraint, qu'on connaît aussi sous le nom de discours de la servitude volontaire, il y a deux manières d'interpréter. Il y en a une qui consiste à dire, eh bien, nous participons d'une manière ou d'une autre, sans le savoir, à notre propre asservissement.
c'est l'idée, si vous voulez, que les dictateurs ne peuvent se maintenir qu'avec une collaboration tacite ou craintive des gens eux-mêmes, du peuple. Et que si on se réveille, alors on va les destituer, et que la force, finalement, est du côté du nombre. Et puis il y a une autre façon, peut-être plus difficile, à admettre, ou plus inquiétante, c'est que il y a un désir d'être esclave. Il y a, d'une certaine manière, alors personne ne défile en disant nous voulons plus d'impôts, nous voulons plus de travail, nous voulons des conditions plus dures, etc. Mais après tout, se démettre de la décision, se démettre de la liberté, être sous la coupe d'une autorité, c'est d'une certaine manière peut-être plus confortable. C'est aussi une pente, si vous voulez, de l'humanité, qu'il faut évidemment combattre, mais qui explique peut-être qu'après un temps qui fut celui d'une plus grande liberté des individus, avec les inconvénients de l'individualisme aussi, eh bien, le balancier revient vers un désir de servitude, de régime fort. C'est inquiétant, je crois qu'il faut le combattre, mais il faut comprendre aussi que finalement, la liberté, elle est toujours quelque chose à double face. Elle est à défendre, elle est inquiétante aussi, et il faut assumer l'inquiétude d'être libre plutôt que de préférer le désir d'être contraint. Pour revenir un peu à cette question de la nostalgie, aujourd'hui Platon revient dans beaucoup de débats, notamment dans votre livre, et si Platon revenait. Donc pourquoi, selon vous, Platon comme figure tutélaire un peu d'une époque où peut-être la réflexion était plus poussée en politique, ou peut-être, au final, pourquoi Platon est partout de nos jours? Il revient, je crois, parce que c'est le père fondateur de toute la philosophie européenne, d'une certaine manière. Toutes les parties que l'on peut jouer en philosophie, même contre Platon, elles se jouent sur son échiquier. C'est celui, d'une certaine manière, qui a posé les règles du jeu. Et puis Nietzsche est celui qui a essayé de renverser l'échiquier, de défaire. Alors c'est simplificateur, mais c'est pas complètement faux de dire qu'il y a Nietzsche à la fin et Platon au début, et que après tout nous essayons nous de jouer d'autres parties, mais que là il y aurait peut-être quelque chose qui est clos. Mais il y a surtout, je crois, chez Platon cette idée que il y a la possibilité de fonder une politique sur la vérité. L'idée qu'une science vraie, une connaissance supérieure d'une certaine manière, peut permettre de gouverner, c'est là-dessus que tout est fondé. Et ça, c'est à la fois une très grande idée, mais c'est une idée extraordinairement dangereuse. Voilà ce que j'ai voulu montrer, notamment dans Si Platon revenait, c'est d'abord essayer de confronter la philosophie antique et le monde moderne. Bon, c'est un livre un peu drôle par endroits, mais un peu ambitieux aussi dans le fond. Si vous voulez, je me suis dit, eh bien, il n'y a pas deux parties dans ma tête. Oui. J'avais l'habitude à la fois d'être un chercheur, de travailler au CNRS, de faire sur des textes grecs ou des choses comme ça, de lire Platon, donc, entre autres choses, un peu savamment, et puis d'écrire des chroniques sur l'actualité ou de m'occuper du monde où nous sommes. Et je me suis dit, que se passerait-il si j'essayais d'organiser le clash entre les deux? Alors, j'imagine Platon au McDo ou à la COP21 ou en train sur les scènes d'attentats ou des choses comme ça. Mais derrière ça, il y a aussi une réflexion, si vous voulez, sur le rapport entre vérité et politique, entre finalement la cité idéale de Platon. Quand on lit La République, eh bien, on s'aperçoit d'une certaine manière que c'est un grand et beau projet, au premier regard, c'est ça qu'on raconte aux étudiants. Ah, les philosophes deviennent des rois, que c'est bien, ils font des lois pour le bien, ils gouvernent non pas en fonction de leurs intérêts personnels, mais pour le
le bien, le juste et le vrai. Et puis le résultat, quand on regarde bien, c'est que les unions sexuelles sont contrôlées, que la vie entière de la culture, de la poésie, du théâtre, de la musique est entièrement prise en main et organisée pour que les êtres de cette cité idéale deviennent en quelque sorte entièrement des pièces de la machine. Et donc il y a là quelque chose qui est absolument, à mes yeux, terrifiant, c'est-à-dire la cité idéale, c'est l'enfer, et c'est sûrement là où je n'aimerais pas vivre, mais en même temps, ça a été historiquement la matrice de tous les totalitarismes. Donc il y a là quelque chose qui est à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la grandeur et le terrible danger de la philosophie si elle n'est pas finalement contenue dans les limites de l'ignorance et si elle met la vérité au poste de commande du politique. Du coup, finalement, on retombe un peu sur les régimes autoritaires dont on parlait juste avant. Du coup, au final, qu'est-ce que Platon penserait aujourd'hui de notre démocratie actuelle? On voit par exemple voilà, les crises, les fractures sociales qui explosent un peu, voilà, le mouvement des Gilets jaunes qui est actuel. Qu'est-ce que Platon penserait, voilà, peut-être qu'il y a un manque de vérité aujourd'hui dans la politique? Je crois surtout qu'il y a alors quelque chose qu'il faut bien éclairer. Il y a un divorce profond entre le type de pensée de Platon et la démocratie. On s'imagine généralement, parce que ça c'est des choses qu'on ne dit pas assez à mon avis, on s'imagine que dans l'Athènes classique, il y a la foi, la philosophie et la démocratie, mais qu'elles naissent ensemble. Vous voyez que les Grecs qui ont inventé à la fois la tragédie, la comédie, la démocratie, inventent aussi la philosophie, et que ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que la philosophie, elle est historiquement née plutôt comme une critique de la démocratie, contre la démocratie, et c'est une pensée désagréable, mais c'est une vérité historique. Alors après, ça a changé, heureusement, mais lorsque Platon édifie sa pensée, il s'oppose à la démocratie, qui est vue par lui comme une sorte de règne de l'opinion. C'est pas la vérité qui règne, c'est l'opinion majoritaire, et évidemment l'erreur peut être majoritaire, ce sont les passions du peuple, ce sont les colères, les enthousiasmes, les illusions, et il faut donc mettre la science vraie au poste de commande du politique. En fait, il faut comprendre, je crois, que la démocratie, elle est liée d'une certaine manière à l'abandon de cette idée-là. C'est-à-dire qu'il faut admettre que nous n'avons pas de certitude en ce qui concerne la manière dont il faut conduire les hommes, qu'il y a toujours des désaccords dans la démocratie, qu'il y a toujours des conflits, et l'idée d'une politique unifiée, uniforme, unitaire, enfin je ne sais comment l'appeler, où il n'y aurait plus du tout de désaccords, où il n'y aurait pas de dissensus, de ce que les Grecs appellent la stasis, c'est-à-dire le conflit, et qu'il n'y aurait plus qu'un consensus général ou des conditionnements des individus, c'est évidemment, ça c'est l'enfer. Donc il faut admettre que les tensions dans la démocratie, c'est la condition normale. La différence, évidemment, c'est qu'il peut y avoir des compromis. Ils sont temporaires, ils ne sont pas glorieux, ils sont tout ce qu'on veut, mais au moins ils fonctionnent. Et puis qu'il y a, je pense, et c'est un des points importants pour si on veut penser la tolérance, pas du tout l'idée que nous sommes tous d'accord sur tout, mais l'idée que malgré nos désaccords, aussi profonds qu'ils soient, aussi radicaux même qu'ils puissent, aussi radicaux ces désaccords qu'ils puissent être, eh bien, nous inventons des moyens de vivre avec. Et je crois que c'est ça qui compte. Du coup, le conflit, le débat, en tout cas, est au cœur de la démocratie, est au cœur de ce qui nous fait avancer au final. Du coup, je pense qu'on va peut-être faire un mot de la fin. Si vous aviez une notion de philosophie qui vous semble indispensable pour tout un chacun, peut-être pour amener tout
tout un chacun à réfléchir sur sa vie, sur le monde. Est-ce que vous pourriez le présenter très rapidement? Je pense que ce serait l'ignorance que je choisirais, parce que, on a parlé tout à l'heure de cette formule de Socrate: «Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien». Les autres croient savoir. Il y a toujours, si vous voulez, partout des experts, des gens convaincus. Il ne s'agit pas de plonger tout le monde dans une sorte de doute général et permanent, mais il s'agit de montrer que nous avons effectivement des savoirs sur des tas de choses, mais que nous n'en avons pas de certains sur les seules choses qui comptent, c'est-à-dire pourquoi aime-t-on ou n'aime-t-on pas quelqu'un? Il y a longtemps que je soutiens qu'à la question «Pourquoi tu m'aimes?», la seule réponse honnête qu'il ne faut jamais faire, c'est «J'en sais rien». Je ne vous conseille pas de le faire, mais je crois que c'est la seule réponse honnête, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on s'invente, parce que tu as de beaux yeux, parce que tu es gentil, parce qu'enfin on s'invente évidemment des tas de choses à dire, mais dans le fond du fond, ce qui est le plus essentiel pour les êtres humains, c'est-à-dire le désir, on n'en a pas la clé. Et de la même manière, à la question «Pourquoi y a-t-il un monde plutôt que rien?», il peut y avoir toutes sortes d'hypothèses, il peut y avoir toutes sortes de récits autour de ça. Il n'y a pas de réponse unique, vraie et certaine. Sur l'essentiel, nous sommes démunis. Et alors du coup, il ne faut pas non plus se mettre à pleurer pour autant. Cette forme-là d'ignorance, c'est ce qui nous fait avancer.